Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Hugo Plancher, j'ai 30 ans et je suis maire d'une commune rurale du Loiret depuis 2020. J'ai toujours été intrigué par ces citoyens qui choisissent de consacrer une partie de leur vie à servir leur pays en s'engageant dans la vie publique. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner la parole, sans distinction politique et en toute impartialité. Peu importe leurs idées, peu importe leur parti, ce qui compte, c'est leur parcours et leur engagement quotidien pour servir notre pays. À travers des témoignages variés, j'ai découvert des hommes et des femmes au parcours inspirant, qui m'ont parfois motivé à m'engager. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast d'interviews politiques, pour partager ces histoires inspirantes avec vous. Nous allons explorer les motivations et les parcours qui ont poussé ces individus à s'engager pour l'intérêt général, dans l'espoir que leurs histoires vous inspireront également et vous inciteront à vous engager pour faire vivre notre démocratie. Comment passe-t-on de citoyens convaincus à élus engagés? Qu'est-ce qui motive ces hommes et ces femmes à servir leur pays? Quelles expériences ont-ils à partager? Nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble, au plus proche de nos invités. Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de S'engager, un podcast dédié à ceux qui consacrent leur vie à l'intérêt général. Bientôt, vous clôturez votre mandat en tant que sénateur, après une carrière politique riche et variée qui s'étend sur plus de 4 décennies. Du rôle de député à celui de ministre, en passant par votre mandat en tant que maire d'Orléans, et bien sûr sénateur, votre parcours est une inspiration pour tous ceux qui aspirent à servir leur pays. C'est un privilège de vous accueillir dans cette émission pour explorer ces 40 années d'engagement sans faille. Jean-Pierre, un grand merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur vous. Je vous laisse donc la parole pour vous présenter à nos auditeurs. Merci Hugo. Je m'appelle Jean-Pierre Sueur, comme vous l'avez dit. J'ai eu l'occasion d'être successivement député du Loiret pendant 10 ans, maire d'Orléans pendant 12 ans, ministre pendant 2 ans et sénateur pendant 22 ans. Ce qui fait 42 années de vie élective, plus les 2 années au gouvernement. Et j'ai écrit dans mon dernier bulletin, dans mon dernier rapport que j'envoie aux maires et aux élus, merci. Parce que le fait de m'avoir confié ces mandats, ça m'a beaucoup donné. J'ai reçu autant que j'ai donné et j'ai peut-être reçu plus que j'ai donné. J'ai commencé par être intéressé par l'engagement en raison de mon cadre familial. Il se trouve que mes parents se sont connus pendant la Résistance au sein d'un mouvement d'action catholique qui s'appelle la Jeunesse ouvrière chrétienne. Mon père travaillait à la mairie de Boulogne-sur-Mer et il a interrompu, il a arrêté d'ailleurs ce travail, ce qui a été un risque, pour devenir permanent de la JOC. Il y a eu la Résistance, et puis après, il est devenu journaliste à Boulogne, et puis ma mère était couturière, tous les deux étaient engagés. Ensuite, nous avons été quelque temps rapidement à Lens, et puis à Roubaix. Mon père a été secrétaire général de la rédaction du quotidien Nord-Éclair, dans le Nord. J'ai vécu à Roubaix. Je me rappelle que ma mère m'amenait à l'école entre les cheminées d'usine et les courées, si bien que j'ai jamais pu penser qu'une usine soit quelque chose de mauvais, de détestable, de moche. J'ai été très marqué par le Nord industriel, par le travail. J'ai toujours travaillé. Et je me suis engagé à Lille, à Roubaix. Enfin, après, j'ai été
étudiant à Lille, au lycée Faidherbe et à la faculté des lettres. Et je me suis engagé dans la jeunesse étudiante chrétienne. Donc c'est ici que démarre votre premier engagement finalement, c'est en tant qu'étudiant. On est en quelle année à peu Oui, près? on est en 66. Et alors votre premier engagement en politique, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, tout à fait. Il faut d'abord que je parle de l'AGEC, parce que l'AGEC a connu des crises nationales, et notamment une importante en 1965. Rappelez-nous ce que c'est la GEF? Jeunesse pardon. étudiante chrétienne. La jeunesse étudiante C'est-à-dire un chrétienne. mouvement chrétien, mais qui est aussi un mouvement comme la JOC, comme le MRJC. C'est des mouvements de jeunesse animés par les jeunes eux-mêmes, s'appuyant aussi sur des mouvements adultes comme l'ACO, Action catholique ouvrière, etc., CGF, Action catholique générale, avec les hommes et les femmes dans les paroisses, etc. Et il y avait une crise en 65 parce qu'un évêque, Monseigneur Veuillot, est arrivé dans l'équipe nationale de la GEC pour leur reprocher de s'occuper de politique. Il a dit, votre rôle, c'est pas de vous occuper de politique. Votre rôle, c'est de vous occuper de la spiritualité et de convertir les jeunes, de leur montrer les chemins de l'Église, de la religion, etc. Et cette équipe a dit, mais non, c'est indissociable. Il faut dire que la GEC avait dans son histoire été très marquée par des personnes comme Michel de la Fournière, que j'ai connu ici à Orléans, qui a été président de l'UNEF, syndicat étudiant, qui s'était beaucoup mobilisé dans la guerre d'Algérie, lors de la guerre d'Algérie, contre la torture, contre le gouvernement, les gouvernements de la SFIO, Guy Mollet, etc., y compris François Mitterrand d'ailleurs, et qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, quoi, à cette époque-là. Donc, il y avait cette crise qui a fait que toute une équipe a démissionné. Une autre équipe s'est mise en place qui était plus sur les considérations voulues par les évêques. Et puis nous, en 1967, et moi j'ai tapé à la porte, j'ai dit voilà, parce que entre-temps, j'étais allé en prépa à Lille, et en prépa, je ne savais pas que la prépa existait. C'est en faisant une colonie de vacances qu'un de mes collègues moniteurs m'a dit, tu sais, tu devrais aller en prépa, on travaille plus, c'est mieux que la fac. Et je ne savais pas que ça existait. J'ai déposé mon dossier, j'ai été pris. Là, c'était une prépa à Lille. La plupart des gens n'intégraient pas une école normale supérieure, mais disons, avaient une formation de base qui leur permettra après, sans problème, de passer la licence, le CAPES par exemple, ou l'agrégation. Et moi, avec un autre copain qui s'appelait Jean Racine, nous avons fait le forcing et nous avons réussi à rentrer à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. J'arrive donc là à Paris. Je suis à la fois étudiant à l'ENS. Vous aviez quel âge à peu près? À Nanterre, eh bien j'avais 20 ans, ou 19-20 ans, et je vais à la GEC. Et je dis, ben voilà, je suis responsable au niveau du Nord, Et je sens que ça se referme, et une convention nationale ou un congrès, je ne sais plus, a lieu en 1967, où l'ensemble des responsables régionaux et départementaux décident de ne plus faire confiance à l'équipe nationale qui avait mise en place par les évêques, ou à leur demande, et on repart sur une GEC engagée dans la vie civile, politique, etc. Et heureusement, ça arrive avant mai 68 et on est en phase avec mai 68. Nous distribuons partout un journal qui s'appelait Message aux portes des églises, avec un article célèbre écrit par Patrick Vivray qui s'appelait Nous refusons d'être sages et qui reprenait l'ensemble des revendications des étudiants et des lycéens et de la jeunesse. Ça allait des polyques aux pieds, les résidences étudiantes, les restos, enfin, toute une série de considérations aussi, les causes internationales, etc. Et là, à la GEC,
nous recevons souvent la visite de Michel Rocard. Je me souviens même, alors que j'ai découvert ma femme, nous nous sommes rencontrés à la GEC, Monique, Elle était engagée également. également engagée, et à tel point que je me rappelle d'un soir, elle avait une 2 chevaux que je n'avais pas. Nous avons raccompagné Michel Rocard chez lui dans sa 2 chevaux. Et de fil en aiguille, j'ai donc été séduit par le PSU. Dans les écoles normales supérieures à cette époque-là, il y avait une tendance gauchiste, trotskiste, maoïste qui était très très forte. Et heureusement, cela n'a pas duré, mais c'était pas du tout l'aspiration des écoles normales ou de l'école normale de la rue d'Ulm, telle qu'elle était inspirée par Jean Jaurès et par Charles Péguy, par exemple. Bon. On est juste avant mai 68, là. Oui. Et nous sommes, alors, j'exerce cette responsabilité à la GEC en 68-69. Puis après, j'entre au PSU, Parti socialiste unifié, qui s'était constitué autour de Édouard Depreux, de Michel Rocard, Robert Chapuis, Gilles Martinet, Jean Popren, enfin beaucoup de gens, et avec la figure très forte de Pierre Mendès France, qui était membre du PSU. L'idée, c'était de renouveler le socialisme, le mouvement socialiste, avec des thèmes nouveaux. Par exemple, Michel Rocard a été connu à partir du moment où il a mis en place, il s'est beaucoup signalé dans un colloque qui a eu lieu à Grenoble, qui s'appelait « Décoloniser la province ». Et les thèmes de la décentralisation, de l'autogestion, d'un socialisme qui ne serait pas référé uniquement à l'État, mais qui parierait aussi sur l'innovation, sur l'entreprise, tout ça s'est développé. Et au bout de la j'étais responsable, j'étais membre du PSU ici, et en 71, alors j'ai été en coopération entre-temps, j'étais allé après la GEC, après l'école normale, en coopération en Tunisie. J'ai commencé par être professeur au lycée de jeunes filles de Carthage. Ça, c'est votre activité professionnelle? Oui, 1 an. Et puis 1 an à la fac des lettres de Tunis. Puis je suis revenu et j'ai été par le plus grand d'une série de hasards, j'ai réussi à être nommé à Orléans. Bon, je peux vous dire pourquoi. J'avais un camarade de l'école qui faisait une thèse sur Péguy, Géraldine Leroy, qui est mort malheureusement, et qui voulait revenir à Orléans, parce qu'il y a le centre Charles Péguy. Et il ne réussissait pas à revenir à Orléans. Et moi, j'ai réussi à avoir un poste, parce qu'il a rencontré tout à fait par hasard une autre péguiste, Julie Sabiani, qui nous a aussi quittés, qui lui a dit « il y a un poste en linguistique française », ce qui était ma spécialité. Donc, ils ont fini par me choisir, alors qu'ils avaient d'autres candidats qui avaient fait acte de candidature fortement. Moi, je n'avais rien fait, j'ai envoyé une lettre, et je suis arrivé. Mais si Géraldine Leroy n'avait pas rencontré Julie Sabiani alors que j'étais en Tunisie, peut-être qu'il n'y aurait pas de tramway. Vous vous rendez compte, la vie est faite de hasard et de volonté. Si vous avez de la volonté, vous avez de la volonté. Tout d'un coup, c'est rencontrer la possibilité d'être maire de Saint-Aignan-le-Jaillard. Vous ne vous êtes pas posé 36 000 questions, vous avez dit « j'y vais ». Mais je pense que dans votre plan pour votre vie, il y a 10 ans, vous n'imaginiez pas être maire de Saint-Aignan-le-Jaillard. Comme moi, je n'imaginais absolument pas d'être député du Loiret, puis maire, puis ministre, etc. Donc vous vous retrouvez à Orléans en quelle année? Rappelez-moi à peu près, on est 72, 73, c'est ça? J'arrive à Orléans en 73. En 73, une ville que vous ne connaissez pas? Je connais personne. Vous connaissez personne? Maintenant, ça a changé. Vous vous installez donc pour vos activités professionnelles en tant qu'enseignant? J'habite à la Source, toujours. Vous habitez toujours Ville à la nouvelle, faite par Roger Secrétin, oui. Et alors, on remonte un petit peu plus tard, en 1980, vous devenez député. Qu'est-ce qui se passe 81. En 1981, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe entre 1973 et 1981? D'abord, je fais des cours à l'université, j'adore ça. Ensuite, je m'engage dans le Parti socialiste quand le PSU, lors d'un congrès qui a lieu d'ailleurs à Orléans,
décide de rentrer dans le Parti socialiste à la faveur des Assises du socialisme, qui sont une manifestation qui va élargir le PS avec 3 blocs: le Parti socialiste, issu de la vieille SFIO, mais qui a changé, le PSU, et une 3e composante constituée de beaucoup d'éléments de la CFDT, quelqu'un comme Jacques Julliard qui vient de mourir, et les amis de Jacques Delors. Donc, tout ça, c'est un renouveau du PS aussi, contribue au renouveau du PS. Et pendant plusieurs années, exactement de 1974 à 81, je prends des responsabilités au sein du PS. Des responsabilités simples. Je suis responsable de la fête annuelle du 1er mai, et ça jouera un rôle. Parce que les militants, les adhérents, qui sont là pour faire préparer la fête, c'est-à-dire le stand, il faut combien de bières, les repas, le spectacle, etc., etc. C'est des gens très chaleureux, très simples, pas compliqués, pas arrivistes. Et puis, il y a aussi une autre fonction qui est, je suis responsable de la formation. Donc j'organise des stages, et en particulier pour préparer les municipales, j'organise des sessions de formation sur, par exemple, qu'est-ce qu'un budget municipal, l'urbanisme, etc., la démocratie locale, enfin tout ça. Et en même temps, je me lance dans la vie associative et syndicale. Parce qu'à la fac des lettres, j'étais responsable du SGEN CFDT. J'ai toujours été très proche de la CFDT. Et je lance aussi le premier numéro de Consomme Action, numéro 1, a été fait chez nous, dans notre maison, dans notre appartement de la Source. Donc nous lançons l'association des consommateurs d'Orléans, qui existe toujours, qui s'appelle l'UFC Que Choisir Orléans. Et je suis beaucoup ce mouvement, y compris que j'ai toujours été en contact dans mon activité parlementaire avec l'UFC Que Choisir. Et ça fait beaucoup d'activités. Aussi, je me lance dans la vie à la Source. On crée l'association des habitants de la Source. Et de fil en aiguille, quand il y a les élections de 81, législatives, il y a une circonscription où le député sortant est Jacques Doufiag. Maire d'Orléans, député. Un énarque, ancien sous-préfet, ancien secrétaire général de la préfecture, ou SGAR la préfecture. Et on me dit, bah, tu vas y aller. Tu n'as aucune chance de gagner, mais tu vas apprendre à faire une campagne, ce sera ta première campagne électorale. Vous étiez motivé? Quelles étaient vos Mais j'ai motivations? trouvé ça, au début j'ai hésité, puis je trouvais ça bien, plutôt comme challenge. Donc avec ma suppléante Christiane Saraille, qui avait été élue à la faveur d'une triangulaire conseillère générale d'Olivet, nous partons à l'assaut de cette circonscription, la première du Loiret, qui était très grande, parce qu'il y avait la moitié d'Orléans, il y avait Saint-Marceau, la Source, l'Argonne, le Bourgogne, il y avait Saint-Jean-de-Bray, Chécy, Jargeau, Olivet, La Ferté, Sully, Saint-Aignan, le Jaillard. C'est une grande Donc, circonscription. je fais campagne dans toutes ces communes, et finalement, je me suis rendu compte que Jacques Doufiag avait une image de technocrate. Il n'était pas assez près des gens, il ne se déplaçait pas, etc. Alors que d'autres sont repassés, comme Jean-Paul Charrier a été élu, c'est devenu un ami, bien qu'il fût du RPR, mais on a été élus le même jour, tous les deux, on était très amis. Et Xavier Degnaud, qui était indéboulonnable, a été réélu parce que c'était des gens de terrain. Jacques Doufiag, je vais vous dire juste une chose qui m'a frappé. Comme il avait beaucoup d'argent, puisque les entreprises payaient, les afficheurs, tout ça, il avait fait une affiche par commune. Alors, je me rappelle tout à fait de Vannes-sur-Cosson. Il avait mis le député de Vannes-sur-Cosson, Jacques Doufiag. Il y avait à peine deux panneaux à Vannes-sur-Cosson, on pouvait mettre cette affiche. Moi, je suis arrivé. Et donc, j'ai fait ma réunion, puis j'ai dit aux gens, mais est-ce que vous le connaissez, le député de Vannes-sur-Cosson? Ils disent, non, il n'est jamais venu.
Moi, j'ai dit, je viendrai, puis je suis venu. Je me suis mis à faire des permanences dans toute la circonscription, à ne rater aucune inauguration. J'ai été élu député, ça a été une phase extraordinaire. J'avais le soutien de Pierre Mendès France, qui a écrit à la librairie Les Temps modernes, tenue par Catherine Zé, la fille de Jean Zé, soutien de Pierre Bourgois, etc. Et finalement, on est passé. Alors, Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? une grande fierté. J'étais un peu surpris. Et puis, j'ai fait mon premier pas à l'Assemblée nationale. Vous aviez quel âge? 34 ans. Et j'ai donc pris très au sérieux ce travail de député, à la fois en étant très actif à l'Assemblée, j'ai toujours été, mais au début modeste. Je voulais pas, il faut aussi apprendre, hein, le métier, la réalité. Et puis, dans le Loiret, où j'étais 3 jours par semaine au moins, et où je faisais des permanences, je recevais les gens, et je ne manquais pratiquement pas d'inauguration, de manifestation, de réunion. J'ai jamais raté un comice agricole, jamais. J'ai fait le dernier au mois d'août, jamais. Et j'ai toujours été aux réunions de la FDSEA, des jeunes agriculteurs. Je dis ça pour l'agriculture aussi, et la Confédération paysanne, mais aussi dans la vie des communes, j'étais très proche des communes, etc., etc. J'avais des oppositions. Par exemple, dans le canton de Sully-sur-Loire, Jean-Noël Cardou avait dit au maire de ne pas me recevoir. Parce que vous étiez socialiste et que lui était de Ah droite. oui, mais c'était, en plus, vous savez, le canton de Sully, avec les anciennes usines Simca, la droite était très présente. Il n'y avait pas de syndicat aux usines Simca, sauf un syndicat maison. Le milieu était très à droite. Je me souviens d'un maire de Vigelin qui était de gauche et qui était un ancien travailleur de chez Simca. Un autre maire de Cerdon qui a été de gauche quelques années. Mais dans l'ensemble, la droite était quand même extrêmement forte dans ce canton. L'année où vous êtes élu, en 1980, donc François Mitterrand vient d'être élu président de la République. Ça a un rôle également. À ce moment-là, il y a peut-être un petit peu plus de députés de gauche. Il a une majorité, hein, la première fois. Il y a une majorité absolue. Alors, successivement, à travers... Et François Mitterrand nous a dit, regardez bien cet hémicycle, parce que vous ne le reverrez pas. Successivement, vous avez été aussi bien donc, dans la majorité au départ, oui. Puis après dans l'opposition, oui. Une grande partie de votre parcours politique. Comment on vit le fait d'être dans la majorité, puis après dans l'opposition? Bien. Et d'être aujourd'hui même le seul parlementaire de gauche dans le département? Bien. C'est-à-dire que quand on est dans la majorité, on a beaucoup de travail, mais on est tenté par une sorte de conformisme. C'est-à-dire, je vais suivre le gouvernement. Et quelquefois, on perd son indépendance d'esprit. Parce que on te dit, ben, il faut pas... ça existe encore aujourd'hui. Les députés macronistes, on leur dit, ben, écoutez, soutenez-nous, on n'a pas de majorité absolue. Si en plus, vous nous faites des divergences, c'est ce que doivent penser certains, pas suite au texte qui est paru sur l'immigration, que moi je soutiens totalement, parce que je pense qu'il faut vraiment régulariser les gens qui aujourd'hui sont dans des métiers en tension. Moi j'en reçois tout le temps, qui travaillent dans des restaurants, des hôtels, dans le bâtiment, travaux publics, qui n'ont pas de papier, et les patrons me disent, mais enfin, il faut les régulariser. Il faut qu'ils aient un statut. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, mais je sais qu'il y a une tendance à dire, quand on est dans la majorité, on soutient. Comme avait dit Jean-Pierre Chevènement, les godillots, c'est des bonnes chaussures. Mais moi, j'ai toujours été dans la majorité. Quand j'étais dans la majorité, je ne me suis pas privé de dire aussi ma pensée quand j'étais en désaccord. Et quand on est dans l'opposition, on s'oppose, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'opposition systématique, ce que je n'ai jamais fait. Il faut savoir reconnaître les choses positives. Voyez-vous, bien sûr. Et moi, je vous dirais que il y a un mystère. On m'a tellement interrogé ces derniers temps. Je ne sais pas combien j'ai fait d'interviews là qui vont paraître.
une dans le Figaro, France 3, Public Sénat. La République du Centre va faire plusieurs pages sur mon parcours, comme Bien vous. sûr, c'est normal. Et je leur dis, mais vous savez, je suis moi-même, et j'ai toujours été dans la proximité, et j'ai toujours dit candidat socialiste. Et certains me disaient, mais pourquoi tu dis ça dans le Loiret? Le Loiret, c'est de droite majoritairement. Mais j'ai répondu, mais de toute façon, la vérité, c'est que je suis socialiste rocardien. C'est-à-dire que je ne suis pas tendance Mélenchon, vous comprenez pas du tout. Bien sûr. Je suis réformiste. Je pense, mon socialisme, c'est quoi? La justice, la solidarité. Je suis issu du Nord et je sais ce que c'est que la condition ouvrière, que la pauvreté, les gens qui vont mal, etc., etc. La justice, la solidarité, et aussi le rôle de l'État. Parce que je ne suis pas ultra-libéral, ni même libéral au sens où je considérerais que le jeu normal de l'économie produit le bien commun. Le jeu naturel de l'économie, rien n'est naturel, mais le jeu naturel de l'économie produit le bien commun. Mais en même temps, je suis farouchement pour défendre l'esprit d'entreprise et d'initiative. Et pour moi, ça va de pair. Le socialisme dont je rêve, c'est celui qui permet à chacun d'être un entrepreneur. Et quand je dis ça dans le Loiret, ça passe très bien. Et donc, j'ai été élu député en 1981. J'ai été réélu en 86 parce que Mitterrand avait mis en place la proportionnelle. D'ailleurs, c'était un désaccord entre Michel Rocard et moi. Michel Rocard a alors démissionné de son poste de ministre de l'Agriculture. Un beau jour, il n'avait pas prévenu avant, en disant on va faire entrer Le Pen à l'Assemblée. Et j'ai été député de 86 à 88 avec une trentaine de députés lepénistes, et Jean-Marie Le Pen lui-même, qui a un talent oratoire certain. Et Michel Rocard a dit c'est insupportable. Moi j'ai dit qu'est-ce que tu veux? S'ils font 20% des voix, ou 15% à l'époque, ou 12%, c'est normal qu'ils soient représentés. Le problème, c'est pas qu'ils soient représentés, c'est qu'ils fassent 12 ou 15 ou 20% ou 30%, je ne sais pas moi ce qu'ils vont faire. Comme l'extrême droite est très dangereuse, comme ses idées sont anti-humanistes, sont très néfastes pour la France et pour l'Europe, nous devons nous battre contre cela, et pour autre chose, bien sûr. Alors, en 88, Charles Pasqua a rétabli le scrutin d'arrondissement. La première circonscription est coupée en deux. Beaucoup plus petite. Oui, alors je suis élu à nouveau à la source Olivet, La Ferté, Beaugency. Et c'était difficile pour moi parce qu'il m'avait coupé des cantons qui votaient à gauche, comme Orléans-Argonne et Saint-Jean-de-Bray. Et mon ami Jean-Pierre Lapère, qui était maire de Saint-Jean-de-Bray, est élu de l'autre côté, où il y avait une partie d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, et puis il y avait Sully, et il devait y avoir Ozoir-sur-Loire et peut-être Loris. Voilà. Donc les deux morceaux repassent à gauche. Et donc je continue à être député. Et puis, j'avais essayé les municipales en 83, on m'avait dit comme tu es député, tu vas être tête de liste, et ça a été un échec. Comment vous avez vécu ce premier échec au municipal? J'ai vécu, je restais député, de toute façon c'était pas comme quelque chose dont je vais tirer les leçons. J'avais fait une liste du nom de la gauche pure et dure, autant de socialistes que de communistes, malheureusement ça passe pas à Orléans. Et je sais que Claude Nochemont-Vander, qui vient de mourir, m'avait aidé. J'avais un adversaire à Orléans, Jacques Doufiague, qui avait des affiches 4 mètres sur 3. Moi, j'avais des petites affiches comme ça. Et comme j'avais quelques panneaux, je les mettais en quinconce. Vous voyez, visiblement, j'étais pas à la hauteur, même matériellement. Ça vous a beaucoup aidé cet échec, vous pensez, Oui, pour la parce suite? que j'ai fait pour 89 une liste dans laquelle il n'y avait pas les communistes, il y avait des communistes dissidents. Il y avait des écologistes, des socialistes et beaucoup de gens de la société civile. J'ai passé un an à faire la liste.
J'avais dans la liste, pour vous donner une idée de 3 personnes dans la tête de liste, j'avais la directrice de l'Office des personnes âgées, qui était très populaire, Nanette Falaise, dont le mari était médecin, avait dû faire 3 à 4 000 accouchements dans le secteur, donc très connu, Falaise. J'avais Henri Bénozieux, qui était le président des commerçants d'Orléans, et j'avais Michel Gond, qui était à la CGT, et qui avait été pendant 10 ans président du tribunal de prud'homme. C'était difficile de dire que c'était pas une liste de gauche, etc. J'avais Jacques Lemoyne, qui était l'ancien candidat charismatique du Parti communiste aux chèques postaux de la Source. Et ainsi de suite, le fils du président des Pieds Noirs, etc. Donc vous vous présentez à nouveau en Et je suis 1989 élu. pour la mairie d'Orléans. Vous Et êtes élu, là, qu'est-ce que vous avez changé pour gagner cette fois-ci? j'ai fait une liste très différente de la première, beaucoup plus proche de la ville. Vous savez, une municipale, vous l'avez vécu, une municipale, c'est une ville qui existe comme un être vivant. Et il faut que la liste, elle, comporte des gens qui font partie des forces vives de la cité ou qui les représentent dans tous les domaines. Ça peut être sportif, culturel, social, etc. Et François Mitterrand m'avait dit: vous ne serez pas élu. Il m'avait dit: je le regrette beaucoup. Il connaissait beaucoup Orléans, et si un autre jour je vous parlerai de François Mitterrand et Orléans. Et il connaissait bien, et il m'a dit: je le regrette, mais vous ne serez pas élu, c'est trop difficile. Je vous félicite d'y aller, quoi. C'est bien, c'est courageux. J'ai été élu. Il me fait venir à l'Élysée, et il me dit: Jean-Pierre Sueur, et pas Jean-Pierre. Il n'était pas familier, mais il était proche. Vous voyez les gens. C'est le seul socialiste que je vous voyais, François Mitterrand. Il me dit: vous m'avez bluffé, je vous mets dans le gouvernement. On est en 1991. Alors là, oui, c'est ainsi que je me retrouve en 91-93 dans le gouvernement d'Édith Cresson de Pierre Bérégovoy, où je me bats pour 5 lois. D'abord la loi ATR, Administration territoriale de la République, qui crée les communautés de communes. Donc là, cette loi avait été préparée par Pierre Joxe et avait été votée à l'Assemblée avec une voix de majorité. Vous étiez ministre délégué aux collectivités territoriales. Voilà. Et une voix de majorité. Alors on me dit: tu mets ça dans un tiroir. Je dis: non, je m'obstine. Et la lecture suivante, on a eu 2 voix de majorité. Mais entre-temps, j'étais allé au Sénat, où j'avais expliqué, réexpliqué encore, qu'on ne touchait pas aux communes, parce que je crois beaucoup à la réalité des communes, qui sont le niveau basique de la démocratie, et les périmètres des communautés de communes sont faits par les maires et les élus eux-mêmes. J'ai répété ça je ne sais pas combien de fois, et d'ailleurs à la fin du débat, il y a Paul Masson, qui était sénateur du Loiret, ancien préfet, qui est venu me voir, m'a dit: bon, vous savez que j'ai voté contre votre loi, c'est la politique, mais elle est bonne, et je vais la mettre en œuvre. Et il a créé la première communauté de communes du Loiret. Il était maire d'Étouis, un petit village, et il a pris soin d'exclure de la communauté du Loiret les 2 villes socialistes qui étaient à l'époque Pithiviers et Dadonville. Donc on a fait une communauté de communes en forme de croissant. Ben, tout ça, c'est l'histoire. Et comment... Et donc, alors, je fais cette loi-là. Je fais une autre loi, la première loi sur le statut de l'élu, les conditions d'exercice des mandats locaux, où j'instaure des indemnités plus substantielles pour les élus, un droit à la formation pour tous les élus et un droit à la retraite pour tous les élus, ce qui est quand même important. Troisièmement, je fais une loi sur les ponts funèbres. Alors ça, c'est toute une affaire. Je trouve ça sur mon bureau. Il y avait eu un rapport de 3 inspections: l'inspection générale de l'administration, l'IGF, inspection générale des finances, et l'IGAS. Et ces trois inspections générales
avait dit que le monopole des pompes funèbres, dans chaque commune, il n'y avait qu'une entreprise qui avait le monopole, était délétère, que le monopole était faussé et qu'il s'additionnait à une concurrence, elle aussi complètement faussée, parce que les entreprises monopolistiques avaient des filiales qui donnaient l'illusion de la concurrence et les prix étaient complètement anarchiques, etc. Bon. Je me colle à ça. Ça a été un gros boulot. Et depuis, j'ai été poursuivi par le funéraire. J'ai refait une loi au Sénat en 2008. Et les obsèques, quand on parle de ça, on parle de la vie. Il y a tellement de sujets. Je pourrais faire une conférence de 2 heures sur la législation funéraire. Et comment vous avez fait pour allier votre mandat de maire, donc élu local, et vous étiez en même temps ministre? Comment vous avez fait pour allier les deux? À travailler beaucoup. L'avantage, c'est que j'avais un chauffeur à la mairie, que j'en avais 2 au Sénat, au ministère, et que je travaillais beaucoup le jour et une partie de la nuit. Donc j'ai travaillé. Qu'est-ce que vous pensez, justement, c'est un sujet qui est d'actualité, on a eu beaucoup de lois là-dessus, du cumul des mandats, qui est un sujet assez tabou. Je trouve que François Hollande a eu raison de faire la loi sur le non-cumul des mandats. Pourquoi? Parce que d'abord, cette loi n'est pas absolue. C'est-à-dire que vous pouvez être député ou sénateur et conseiller régional, conseiller départemental et conseiller municipal. C'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas faire, c'est être dans l'exécutif. Donc c'est pas vrai qu'on ne peut pas être élu local. Deuxièmement, je vais vous parler avec mon expérience. C'est vrai que quand j'étais député, j'ai cherché à être maire. Quand j'étais maire, j'ai cherché à redevenir député. Bon. Mais la réalité des choses, c'est que sur 42 ans, je n'ai cumulé les mandats qu'1 an. Car, vous voulez bien me donner un mandat, mais pas 2 dans le Loiret. Quand j'étais député, je ne réussissais pas à être maire, je vous l'ai expliqué. Quand j'étais maire, je ne réussissais plus à être député. Et quand je n'étais plus maire, j'ai tout de suite été élu sénateur. Et j'ai cherché à redevenir maire et ça n'a pas marché. Autrement dit, je dis quelquefois, à titre humoristique, parce que je dois beaucoup à la sagesse des électeurs du Loiret. Parce qu'à chaque fois, je me suis engagé à plein dans le mandat. Vous savez ce que c'est d'être maire d'une commune, même de dimension petite? Combien ça prend d'heures? Énormément, ça prend énormément de temps, il ne faut pas compter. Alors une ville de 115 000 habitants, plus une agglomération de 300 000 habitants, c'est très lourd. Vous voyez, quand j'étais au Sénat, lors de l'un de mes mandats, Gérard Collomb, qui était maire de Lyon et président de la communauté urbaine, il venait uniquement pour parler de Lyon au Sénat. Et vous savez qu'il y a l'OL, Olympique Lyonnais, qui possède son terrain, mais ne possède pas tous les aménagements alentours. Donc il fallait changer une loi pour que la puissance publique, disons la commune, la communauté urbaine, l'État, puisse contribuer à l'aménagement tout autour. Il y avait 5 amendements. Il me dit, je viens pour vous défendre les 5 amendements. Sur le coup de 10, ça devait passer le matin ou l'après-midi. Comme toujours, c'est retardé parce que les débats parlementaires peuvent durer plus longtemps que prévu. À 18h ou 19h, il vient me taper sur l'épaule, Jean-Pierre. Tu peux défendre mes amendements, il faut que je reparte à Lyon, parce qu'il y a une réunion très importante. Et qui est-ce qui défend l'OL à 1h30 du matin au Sénat? Moi. Certes, soyons honnêtes, j'ai pu être entendu au Sénat parce que j'ai été maire. Bon. Et quand on arrive au Sénat, le fait d'avoir été maire est un plus. Mais on n'est pas obligé d'être maire en même temps. Alors, je suis donc tout à fait partisan du non-cumul des mandats parce que ça permet de se donner à fond à un mandat. D'autre part, il y a beaucoup de talent en France. Et comme il y a beaucoup de talent, c'est pas la peine que la même personne exerce 2 fonctions. C'est quand même bien d'avoir exercé une fonction locale avant d'exercer une fonction nationale. Je vais vous dire quelque chose, je vous le dis, c'est un secret. Mais un jour, j'ai dit à Emmanuel Macron, tu vois, je crois que ça aurait été bien que tu aies pu passer quelques années à être conseiller municipal
à, je n'ai pas dit Saint-Aignan-le-Jaillard, mais à Bazoches-les-Gallerandes ou à Autruy-sur-Juine ou à Saint-Florent-le-Jeune. Parce que il n'a pas du tout cette culture locale qu'avaient au suprême degré François Mitterrand et Jacques Chirac, au suprême degré. Justement, c'est cette culture du local finalement qui vous a emmené jusqu'au Sénat. Vous avez suivi un processus en étant d'abord député, donc élu du peuple, puis après élu local dans une grande ville, hein, mairie d'Orléans. Et puis après, vous avez décidé d'être représentant des collectivités, enfin des communes, en devenant sénateur. Donc vous devenez sénateur, si je ne me trompe pas, En en 2001. 2001. Et je le suis jusqu'en 2023. À quel moment vous vous êtes dit, je vais représenter les communes et je vais passer un nouveau cap dans mon engagement? Si vous voulez, comme en 2001, j'ai perdu la mairie et je m'y attendais pas. Parce que j'avais fait, vous savez, au cours de mon second mandat, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un zénith, j'avais fait une médiathèque, j'ai fait un centre de conférence là-bas, j'ai fait un pont sur la Loire qui a été très critiqué avant d'être admiré, le pont de Santiago Calatrava qui s'appelle le pont de l'Europe, et j'ai fait surtout un tramway 18 km. J'ai été couvert de procédures, un peu comme le conseil départemental avec le pont de Jargeau, c'est-à-dire que mes opposants ont fait des tas de recours. J'ai eu aussi une commission d'enquête qui a fait de très mauvais choix, qui voulait qu'on fasse un deuxième pont devant le pont Royal pour faire partir le tramway, ce qui est complètement infaisable. Aucun architecte des bâtiments de France n'aurait accepté ça. Et donc, le fait d'avoir fait... alors pourquoi j'ai fait un tramway avec mes collègues, hein, parce que le tramway, à Fleury, le maire était centriste, à Olivet, la maire était RPR, UMP, et moi socialiste. Donc je ne sais pas s'il est de gauche, de droite, du centre, il roule. Et il y a eu beaucoup de critiques sur les travaux, tout ça. Et d'ailleurs, une des personnes qui m'a battu aux législatives, Antoine Carré, avait fait un petit tract où il disait non au pont, non au tram. Quand je les rencontre après, je lui ai dit le programme, il est bien réalisé, quoi, parce que bon. Et il disait le pont ne mène nulle part. Alors j'ai fait une interview pour France 3 là récemment sur le pont. Je lui ai dit, vous voyez, il y a 20 000 voitures, il y a 20 000 personnes qui franchissent par jour ce pont. Donc il y a 20 000 personnes quotidiennement qui vont nulle part, très intéressant. Et le tram, bon, ça a été, si vous voulez, je crois que j'ai eu tout à fait raison, parce qu'Orléans a subi deux coupures, deux ruptures. Au XIXe siècle, il y a eu deux gares, donc deux pôles urbains, les Aubrais et Orléans. Et au XXe siècle, on a fait la source. Et Roger Secrétin, je le dis toujours, a eu raison, parce que ça a fait qu'Orléans est devenu capitale régionale. Faisant la source, on a fait l'université, on a accueilli les chèques postaux, mais aussi le BRGM, le CNRS, l'INRA, et on est devenu une grande ville scientifique, etc. Mais vous voyez, cela dit, aujourd'hui, on ne referait pas une ville nouvelle à 12 km. On est les héritiers. Et donc, je me retrouve sans mandat. Et il y a une élection sénatoriale qui se profile, tout de suite. Mes copains, mettons mon premier adjoint, Jean-Pierre Delporte, me dit, Jean-Pierre, n'y va pas, tu ne vas pas être élu. Par rapport à toutes les oppositions justement que vous aviez. Non, c'est pas, parce que ça, c'était Orléans. Et j'ai raté à un point l'élection municipale la dernière fois. Mais ils me disent, c'est des maires, des agriculteurs ruraux de droite, ils vont pas voter pour toi. Bon, j'y vais. Et je fais campagne. Il faut pas oublier que j'avais été sur le terrain pendant déjà une bonne vingtaine d'années, oui, en tant que député. Et puis, en tant que maire, j'étais bon camarade. S'il fallait prêter une tribune à telle commune, je le faisais, etc., etc. Et au bout du compte, le scrutin étant la proportionnelle, ma liste est très bien élue. Après, on change le mode de scrutin, on revient au scrutin uninominal dans les départements qui élisent 3 sénateurs. Là, Gérard Larcher vient soutenir Jean-Noël Cardou et Éric Doliger. Et il dit, Sueur, il a peu de chance d'être élu,
Parce que la première fois, il a été élu grâce à la proportionnelle. Et donc là, il n'y a plus de proportionnelle. Ça va être sur chaque individu. Résultat des courses, je suis élu au premier tour. Et les deux autres sont en ballottage. Ils sont jaunes, verts, je les ai vus. Pourquoi? Parce que j'ai parcouru toutes les communes, parce que j'ai fait un énorme travail parlementaire, des rapports, etc., que j'ai informé par mon bulletin, par la lettre électronique tous les lundis après-midi, par mon bulletin de 100 pages tous les 6 mois, par une présence assidue dans toutes les communes. Voilà. Et au bout du compte, j'ai eu un bon score. Et en 2017, pareillement, même si on est revenu à la proportionnelle. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez curieux, puisqu'on est dans un département plutôt de droite, je pense qu'on peut le dire, et vous êtes un petit peu unique, puisque à chaque fois, vous avez réussi à être élu. J'ai quand même été Même battu. la dernière fois, vous avez été élu oui. en tête. Hein. Mais quelle est votre recette justement pour réussir face à... Être soi-même. Moi, je suis de gauche. Bon, je suis socialiste et je défends mon socialisme, qui n'est pas celui de NUPES, de Mélenchon. J'ai fait une campagne législative il y a peu de temps avec Guylaine Gounowski. Les gens me disaient, mais Jean-Pierre, à Olivet, mettons, on veut bien voter pour toi. On ne veut pas voter NUPES, Mélenchon. C'est la réalité du Loiret. C'est un département qui peut voter pour le centre-gauche, qui ne va pas voter pour l'extrême-gauche, c'est sûr. Et mon socialisme, qui est aussi... vous savez, Michel Rocard a fait scandale le jour où il a dit « la loi du marché est incontournable ». C'est-à-dire que partout où on a supprimé le marché, on a supprimé la liberté. Là où on a voulu que l'économie soit gérée par l'État, ça a été... c'est l'échec des pays communistes, quoi. Bon. Et l'État doit jouer son rôle, ne serait-ce que pour la solidarité entre les territoires. Vous voyez bien que vous prenez les communes, enfin je ne vais pas développer, les communes de France, vous avez des communes qui ont beaucoup de charges et peu de ressources, et des communes qui ont beaucoup de ressources et moins de charges. Sure. Donc l'État, il doit veiller à la péréquation. Et d'ailleurs, je peux vous faire le topo que j'aime bien faire, mais c'est trop long. Dans les dotations de l'État, la part de la péréquation est beaucoup trop faible. Aujourd'hui, si vous essayez de voir la DGF de Saint-Aignan-le-Jaillard, si vous réussissez à comprendre comment on arrive aux chiffres, je vais vous dire, au début, il y avait 3 critères, c'était bien. Le produit fiscal, le potentiel fiscal, la population. Puis on a ajouté des tas de critères. Tellement de critères que Daniel Lefel est arrivé à dire on cristallise tout ça, dotation forfaitaire, mais qui va trimballer toutes les injustices du système précédent, si bien qu'il faudrait réformer les rapports entre l'État et les collectivités pour arriver à plus de péréquation, à aider davantage ceux qui ont moins de ressources, quoi, tout simplement. Je voudrais revenir, vous avez dit que vous avez eu beaucoup d'opposition au moment où vous avez fait des projets. Être élu, c'est aussi beaucoup de critiques. Comment vous faites face justement à ces critiques ? Il y a des moments très difficiles où on reçoit beaucoup de critiques. Quand j'étais maire, on m'a beaucoup critiqué. D'une certaine façon, si vous ne faites rien, vous n'êtes pas trop critiqué. Si vous prenez le risque de faire des choses, de changer la ville, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Changer la ville » chez Odile Jacob, vous vous attirez bien entendu des critiques. Le fils de Roger Secrétin, quand j'ai perdu les municipales en 2001, m'a adressé une lettre pour me dire « j'ai vécu exactement ce que j'avais vécu avec mon père, qui après 2 mandats, le second étant le plus fort, comme pour moi je pense que le second est le plus fort. Après le premier, j'ai fait 57%. Après le second, 49%. Et après avoir fait la source, avoir rendu une université à la ville, etc., extraordinaire, il est battu. Parce que Orléans oscille toujours. Entre l'ambition, on a failli être capitale de la France, Jeanne d'Arc, et le repli comme ville moyenne, qui se satisfait de son rôle de ville moyenne, et qui dit « oulala,
un zénith, ça va être trop grand pour nous. Tu parles, il est plein. Hein. Et donc, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, y compris une usine de traitement des ordures ménagères. Je n'étais pas prédisposé à faire ça quand j'ai fait des études de lettres, vous voyez. Une usine de traitement de l'eau à la chapelle Saint-Mémin. Bon. Mais, d'abord, j'ai toujours pris dans la vie, quand il y avait quelque chose qui se présentait, j'ai dit oui. J'ai dit oui aux législatives, oui aux municipales, oui aux sénatoriales, oui au ministère. Il faut aller voir. Voilà. Et il faut rester soi-même. Et bien qu'étant socialiste, les élus du Loiret, la population du Loiret, considèrent que je suis parfaitement compatible avec, me semble-t-il, pendant 42 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est les électeurs qui le disent finalement. Je l'ai précisé tout à l'heure, dans quelques jours, quelques semaines, votre mandat se terminera et j'avais une question essentielle. Après 40 ans de politique et de responsabilité, qu'est-ce qui vous a fait tenir aussi longtemps? Parce que j'aime ça, je crois. Parce que j'ai été, dès mon plus jeune âge, habitué à l'engagement. Parce que mes parents m'ont incité à m'engager, d'abord à faire mon travail scolaire, universitaire, et puis l'engagement dans des mouvements de jeunesse. Vous savez, si on ne s'engage jamais quand on est jeune, c'est pas à 65 ans qu'on va s'engager. Donc, et je crois qu'il faut éduquer les jeunes à l'engagement. Dire aux collégiens, aux lycéens, même dès l'école primaire, fais partie du conseil de classe, du conseil d'établissement, intéresse-toi. Le scoutisme, Rocard, il a été formé par le scoutisme. Mais les mouvements de jeunesse, dont je regrette qu'ils tendent à s'affaiblir, sont un terreau pour les futurs députés, sénateurs, maires, etc. Et ce qui fait tenir, c'est de croire en ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours aimé présenter des projets de loi, des propositions de loi, faire des rapports, essayer modestement de changer les choses. Je suis content quand je réussis à ce qu'on lève les verrous sur les compétences universelles du juge français par rapport aux crimes relevant de la Cour pénale internationale, ce qu'on a fait récemment en supprimant la double incrimination qui faisait qu'on ne pouvait condamner quelqu'un auteur de génocide ou de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité que si le code pénal de l'État d'origine, mettons la Syrie ou l'Irak, était identique au code pénal de la France. Vous voyez ? Comment envisagez-vous de poursuivre cet engagement, même si votre mandat au Sénat s'arrête? Écoutez, je crois, d'abord, j'aime la littérature et j'aime écrire. Donc je ne vous cache pas que j'ai 3 manuscrits que j'ai fait les dernières années dans mes temps libres. J'aime écrire partout, dans le train, dans les cafés. Mettons, souvent je me mets là et puis j'écris. À Orléans ou ailleurs. Les gens disent Jean-Pierre, je dis oui, j'écris. Ou même quelquefois, quand c'était trop ennuyeux, j'ai écrit dans l'hémicycle. Bon, j'écris. Et donc, j'ai 3 manuscrits à publier. Odile Jacob va en publier le premier, je vais voir ce que je fais des 2 autres, puis j'en ai d'autres à écrire. Je pense qu'une journée sans lecture et sans écriture n'est pas bonne. Il faut écrire. Bon, je suis comme ça. Et puis, je crois que l'engagement, si on veut s'engager, ça ne s'arrête jamais. Et le beau mot de citoyen, je crois qu'il est important dans votre blog. Je l'aime, ce mot de citoyen. Et vous savez, en tant que citoyen, on peut toujours s'engager. Et je ne manquerai pas de le faire. Je vais réfléchir. Je vais voir. On m'a déjà fait quelques propositions, mais je vais réfléchir. J'aimerais continuer à travailler pour le bien public d'une façon ou d'une autre, peut-être en prenant le temps et en prenant le temps du repos, parce que j'ai eu des ennuis de santé là récemment,
Bon, d'habitude, je ne le dis pas, mais là, je le dis. Et il faut savoir se ménager. Comme disait mon vieil ami Marcel Régui, que j'ai découvert au PSU à Orléans. Pour terminer, la dernière question qui est toujours la même et qui est plutôt destinée à la jeunesse, pourquoi s'engager? Parce que la vie est plus belle quand on s'engage. Parce que on a toujours le choix entre ne rien faire, être passif ou être actif. Et que je n'aime pas les gens qui sont velléitaires, c'est-à-dire qui trouvent que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux? N'attendez pas ce que l'État va faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le bien public. Pourquoi je ne suis pas de droite? Parce que je ne serais pas intéressé si la droite, c'est le conservatisme. Attention, je connais des gens de droite qui sont très entreprenants et qui ont des projets de société. Si il y a des discours qui me déçoivent actuellement, même du côté de LR, vous voyez, cette espèce d'obsession sur l'immigration. J'ai été, donc quand j'ai posé ma dernière question d'actualité, Gérard Larcher m'a complimenté, il a dit voilà, Jean-Pierre Sueur, devant tous mes collègues, dans l'hémicycle, je crois que personne n'a autant occupé cet hémicycle que lui, il faudra publier ses œuvres, voilà. Tous les sénateurs sont levés pour m'applaudir. J'ai posé une question sur les gens naufragés au large de la Grèce. La mer Méditerranée, comme la Manche, sont devenus des cimetières à ciel ouvert. Et quand j'entends des discours radicaux, voilà, pas d'appel d'air, bon, je trouve que, alors je leur ai dit, j'ai dit merci mes chers collègues, et j'ai dit, voyez-vous, il y a des sujets, comme l'immigration, il ne faut pas les exploiter, mais il faut les traiter. C'est facile de faire de la politique en faisant peur. On va être envahi, bon voilà, c'est une peur ancestrale. Mais c'est pas sérieux. Et alors, si vous voulez, je ne pourrais pas faire de la politique sans rien faire. Et l'idée de défendre une politique conservatrice, c'est-à-dire se battre pour que les choses restent ce qu'elles sont, m'apparaît peu porteur. Tandis que si on a des projets pour améliorer la vie dans un village, dans un canton, dans une agglomération au niveau national, eh bien, il faut y aller. Et c'est beaucoup plus enthousiasmant que de se consentir à ce que le réel reste ce qu'il est, à ce que les choses restent ce qu'elles sont. Voilà, ma philosophie. Merci. Merci Jean-Pierre Sueur, merci de nous avoir partagé votre témoignage. J'espère que cela permettra aux auditeurs de mieux comprendre les motivations de votre engagement. Pensez à nous suivre sur les plateformes de podcast pour retrouver d'autres témoignages de citoyens qui s'engagent. À bientôt.